sévère. Mais en même temps, on va poser la question, une question qui va s'accentuer un peu aujourd'hui et puis un peu plus demain, sur la notion d'accompagner. On a vu tout à l'heure dans les écrits, dans nos réflexions, faire preuve d'autorité finalement, c'est accompagner et rendre acteur, si je peux prendre la décision. Rendre acteur. Aujourd'hui, dans le nouveau plan, on peut voir apparaître de plus en plus dans les plans que nous propose la Maison de Justice la notion d'être un acteur ou un agent des transformations sociales. Les Balis ont comme devoir et comme mission aujourd'hui d'être des acteurs de transformation sociale, c'est-à-dire de participer à la transformation du monde pour aller vers cette prochaine culture. Je dis ça de manière très schématique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand je ramène cette question, on est des parents pour nos enfants, qui seront eux aussi, et qui sont déjà des acteurs de transformation sociale. C'est le thème de notre école d'été en France, d'ailleurs. C'est une grande question qui est posée. Donc ça pose la question, à nouveau plus concrètement, de comment doit-on accompagner nos enfants? Accompagner nos enfants. Est-ce que nos enfants sont aveugles au monde, si je veux faire le lien avec le jeu que vous avez fait? Et nous sommes des guides qui accompagnons l'enfant dans les choses qu'il ignore, bien évidemment. On verra la notion d'autonomie tout à l'heure, je vais reprendre ce terme-là. Alors je reviens maintenant sur le jeu. Au-delà du fait que ça vous a un peu amusé et vous avez pris un petit peu l'air, vous êtes comporté malgré tout, sans même vous apercevoir, assez naturellement. Je vous ai beaucoup observé. Quand je fais ça dans mon travail de formateur, en général je filme. Et on revoit ça à la télévision. Et on est étonné de voir comment on accompagne l'autre, tout en jouant. Parce que ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'on est innocent. C'est-à-dire on ne réfléchit pas trop à ce qu'on fait. Et donc on est naturel, donc on est authentique, donc on a tendance à faire les choses spontanément. Ce qui va m'intéresser, c'est quand vous étiez observateur, qu'avez-vous vu? Quand vous étiez guide, quelles décisions avez-vous prises dans votre pédagogie d'accompagnement? Et quand vous étiez aveugle, comment vous êtes senti accompagné par vous? Voilà, il y a tous ces témoignages. Alors, on n'aura pas le temps d'entendre tout le monde, sinon il faudrait bien une demi-journée pour recueillir les informations. Mais questionnons-nous non plus sur le jeu, mais finalement, qu'est-ce qu'on en tire avec un peu de recul? Et on fera le transfert ensuite dans accompagner nos enfants. Allez, donc on va commencer par qui? Par les guides. Quand vous étiez guide, comment vous pensez avoir accompagné la personne? Est-ce que vous êtes fier de vous? Est-ce que vous dites, j'ai bien accompagné, elle a bien découvert l'environnement? Voilà, que diriez-vous? Autocritique. Comme ça, on n'écoute pas tout le monde, mais quelques-uns. Sylvain, vas-y. Pour moi, c'est très important que la personne que j'ai guidée, qu'elle ressentait la confiance, qu'elle avait la confiance. Qu'elle ait confiance en toi, oui, dans ta manière de la guider. Oui. Ok. Tu as guidé qui? Oui. Qui était guidé par Sylvain? Tu te sentais en confiance? Ouais, ça va. Quel est ton prénom? Oui. C'est pas parce qu'il est plus fort que toi que tu peux pas dire ce que tu penses. Vraiment, ça allait? Non, c'était génial. Bon. C'est ta responsabilité de dire ce que tu dis, attention. Moi, j'ai espéré que celui que j'ai accompagné, celui que j'ai guidé, avait la confiance en moi et il était heureux de comprendre ce que c'est. D'accord. C'est la personne qui a une jambe cassée maintenant? Genre, qui tu as accompagné? À toi? Moi, je me confiance. Sincèrement? Oui, il m'aurait fait tomber dans le fleuve. C'était... Ah bon, il t'aurait dit vas-y plonge, tu vas plonger. Ouais? Tu vas pas un peu loin là? La confiance aveugle. La confiance aveugle. D'accord. Tu as amené dans les orties, tu serais allé? S'il m'aurait dit attention, c'est les orties, s'il m'aurait dit avance tout droit, il n'y a rien, j'aurais avancé. D'accord. Bon, la confiance était là. Pareil en tant que guide. Que pensez-vous de votre guidance? Ce qui était important pour moi, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. Qu'il se sente en sécurité, d'accident physique tout simplement. Ne se passe pas mal. Ne trébuche pas, ne se passe pas mal, ne se cogne pas. C'était ta principale préoccupation. Et que la personne se situe, sache où elle se trouve. Par rapport à la maison, par exemple, par rapport à la forêt. D'accord. Et comment tu as fait pour qu'elle sache qu'elle se situe? De lui dire où se trouvait, de s'approcher d'objets qu'elle reconnaissait, qu'elle pouvait visualiser, puisqu'elle reconnaissait, table de ping-pong,
On s'approche d'un arbre, voilà, les choses. Donc tu lui donnais des informations pour que dans son esprit se construise un environnement visuel. Ok. D'autres, oui. Comment tu accompagnais? Au début, j'étais très protectrice, enfin, j'étais très concentrée sur ma tâche, mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que je me suis laissée distraire très rapidement par Jean-Marie qui m'a coupé, enfin, qui est venu avec les disquettes, machin et tout ça, et maintenant, je me dis, tiens, j'ai laissé tomber j'ai failli à sa confiance, et je me suis fait distraire très facilement par quelque chose d'autre. Et là, il aurait pu y avoir danger, quoi. Donc l'aveugle était toute seule? Tout seul? Non, il y avait l'observatrice. Ah oui, quand même. Il n'y avait rien de dangereux sur le chemin, mais n'empêche que ça aurait pu être dangereux parce que je me suis laissée. Donc tu discutais, je ne sais pas ce que tu allais manger ce soir. Non, pas avec longtemps, Jean-Marie. ça n'a même pas pris une seconde, mais n'empêche que cette seconde-là peut Tu peux en être passer les choses dans dangereuse. une seconde. D'accord, donc tu as repéré que si jamais je suis distrait, je ne suis plus en relation avec la compagnie. Ok? Oui, je t'en prie. Oui, quand j'étais observatrice, j'ai vu que Chirine avait tendance, elle était guidée par Madame Bargassa, elle lui tenait la main et elle avait tendance à être en arrière. Chirine avait tendance à être en arrière. Chirine était qui? L'aveugle ou le guide? Ah, l'aveugle. Donc elle était guidée par Madame Bargassa. Elle avait tendance à être en arrière quand elle avait la main de Madame Bargassa. Et après, on a lâché la main et on l'a guidée juste avec la voix. Et là, on la sentait un peu plus en confiance et elle nous posait des questions. Enfin, on parlait, quoi. Et moi, quand j'étais aveugle, j'aimais bien aussi entendre, dès qu'il y en a une qui disait plus rien, ça m'inquiétait quand même un peu. Savoir si elle était Vous allez quoi. sentir une présence à côté de toi. Voilà. D'accord? Ok. D'autres témoignages? Oui. Je vous en prie. Guidé aveuglement, c'est pas bon du tout. D'être guidé aveuglement. Donc que le guide ne sache pas où il a. En général, je vois. D'être aveugle. Non, aveuglement. Je se mets à la disposition de quelqu'un, Oui. aveuglement, qui me dit tout, c'est pas bon d'aveugle. Ah, ok, intéressant. C'est déjà le lien avec la vie. Oui. D'autres choses encore? Oui, à cette. Moi, j'étais dans aucune équipe, mais par contre, j'étais un peu... Tu as beaucoup regardé. J'ai regardé, Alors, qu'as-tu vu? Mais je me suis aperçu d'une chose qui est c'est paradoxal, c'est intéressant. Les aveugles, les gens, ils savent dès le départ, ils ont une guide, ils ont une observateur. Par contre, dès qu'il y a un quatrième qui arrive, ils sont complètement perturbés. Parce qu'ils n'ont pas dans la notion qui est. Alors, ils ne savent pas. Est-ce que c'est un objet ou c'est un obstacle? Est-ce que c'est un truc? Par contre, ils sont moralement et psychologiquement, pratiquement, dans leur tête, ça travaille. Il y a quelqu'un qui va guider, il y a une personne qui est en train d'observer. Par contre, ils n'ont aucune notion pour les quatrièmes. C'est un grand point d'interrogation pour eux. Ça perturbe. Perturbation complète. Là, ils ne savent pas du tout. Tu t'es régalé, j'ai vu que tu as perturbé pas mal de monde. Est-ce que tu as observé? C'est lui qui a gagné. C'est la quatrième génération. Ok. Esther, vas-y. Quand j'ai guidé Gérard, j'ai pensé tout de suite que c'était important qu'il ait un but. Alors je lui ai demandé où est-ce que je devrais aller. Parce que je trouvais que si moi je décide où est-ce qu'on va, il n'a absolument aucune idée du but de cette marche, c'est très perturbant. Donc j'ai d'abord voulu en quelque sorte qu'il ait un but, donc il sait qu'on va dans cette direction-là. D'accord. Ça m'a semblé être un élément important. Ok. Donc tu as établi presque un contrat avec lui. En tout cas, tu as tenu compte de son point de vue, c'est le cas de le dire. Pourtant, il ne voyait pas. Il ne savait pas comment aller quelque part, mais tu lui as demandé quand même ce qu'il voulait faire. Avant même de partir. D'accord. Ok. D'autres choses encore, toujours en tant que guide, je vous en prie. Moi, j'ai apprécié que mon guide me fasse arrêter en chemin, me fasse poser la main sur le sol pour essayer de reconnaître des objets, par exemple. D'accord. Une raquette, une table, enfin, bon, et ça m'a bien située. J'ai apprécié, j'ai observé que quand j'étais guide, je n'ai pas fait tout cela pour ça. Donc tu appréciais qu'il te fasse découvrir finalement Voilà. l'environnement, Oui. qu'il te propose des temps d'arrêt sur des choses à découvrir. Voilà. Ok. Oui, Sylvain. C'est peut-être plus une question à vous. Est-ce que ça dépend? Comment est-ce qu'on guide? Est-ce que c'est pas la même chose de ce qu'on entend de celui qui nous guide?
Bonne question, qu'en pensez-vous? Je n'aime pas répondre aux questions. Pas tout de suite. Est-ce que, j'essaie de retraduire Sylvain, est-ce que je vais guider la personne comme j'aimerais qu'elle me guide? Est-ce que je reproduis le schéma éducatif que moi-même j'ai vécu avec mes parents? Est-ce que je fais le contraire parce que tellement j'en ai souffert? Je retransfère les choses. Guider, accompagner, mener sur le chemin. Vous savez que ce que je fais après le jeu qu'on a fait, c'est la définition de l'éducation. L'éducation, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est guider sur le chemin. Wow. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on parle de l'éducation. Donc la question est intéressante. Est-ce que j'ai guidé la personne dans l'intention qu'elle me guide de la même chose? Je ne sais pas si vous avez observé les observateurs, je suis un peu général maintenant mes questions, mais comment était la relation les uns avec les autres? C'est dommage qu'on n'a pas filmé, vraiment ça aurait été très intéressant de regarder. Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez accompagné? J'ai vu des choses très différentes d'un couple à l'autre. Oui, je t'en prie. Vas-y. Quand j'étais guide, la personne que j'ai guidée, je sentais qu'elle avait un petit peu, non, je sais pas, elle ne faisait pas confiance. Comment tu as senti ça? Elle t'a demandé ton permis de conduire. Oui. Tu veux venir avec la personne que tu guidais? Viens voir par là. Tenez-vous comme vous étiez dans l'île. Comment tu l'accompagnais? Comme ça? Et elle t'a broyé la main. Maintenant, ça monte. Attention, il faut laisser les jambes en haut. Maintenant, on descend. Maintenant, c'est plat. Et... Donc, tu donnais toutes ces informations? Oui, mais comme elle tu sentais la pression de sa main? Ouais. Je me suis dit, elle ne fait pas confiance puisque je guide. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec. C'est l'instant présent. D'accord. On vit pas ce qu'on a vécu dans l'enfance ou je ne sais pas. C'est l'instant présent. Peut-être, mais en tout cas, tu sentais la pression de sa main. Elle me serrait la main, je me suis dit, donc j'indiquais bien. Comment dit, tu ne vas pas me lâcher, je te tiens. Oui, vas-y. En fait, c'est rigolo, de manière générale, donc quand on est guide, l'aveugle et l'observateur, quand j'observais, je trouvais... il y avait cette question de on va où, qu'est-ce qu'on fait, c'est un peu comme celle que je pouvais dire. Après, quand j'étais aveugle, en fait, c'est vrai que c'est très difficile j'avais vraiment très peur que quand j'étais là, mais il me faisait bien confiance. Quand tu étais guidée, tu veux dire? Oui, quand j'étais guidée. T'avais peur? Oui. Qu'il te fasse tomber dans un trou? Mais même pas spécialement intentionnellement, parce que c'est vrai que quand il était aveugle avant, et là on a fait des petits coussins, donc t'avais peur qu'il se rende. Et quand j'étais guide, j'avais l'impression de bien faire, mais c'est vrai que peut-être que la personne qui se faisait guider n'avait pas l'impression que je faisais bien, parce que en fait on se rend compte que quand on voit rien, c'est très difficile. D'accord. Ce que tu dis n'est pas innocent, si je le ramène à la question de Sylvain, à savoir, on a tous vécu une guidance parentale. Même si on était orphelin, quelqu'un forcément nous a guidés d'une manière ou d'une autre. Donc on a tous reçu des adultes, quelque part, on a tous été encadrés par des adultes qui nous ont guidés dans un certain chemin. Et la question de Sylvain n'est pas innocente, si je fais le lien avec toi. Si j'ai mal vécu cette guidance, si on m'a fait des mauvais coups, en tout cas je les ai vécus comme ça, si j'ai eu l'impression d'avoir été maltraité dans cette guidance, qu'est-ce que je vais faire de cette maltraitance? Est-ce que je la reproduis sur d'autres personnes? Est-ce que j'en ai conscience et je fais attention, je fais vraiment le contraire? C'est là où on va mesurer ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire l'être humain. Un enfant ne vient pas au monde comme ça dans l'espace, il est attaché à toute une corde d'humanité, et ça c'est vraiment un concept vrai qu'on appartient à la même race. Donc ce que j'ai vécu quelque part à travers mes parents d'avant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'en sers dans un même schéma de guidance? Est-ce que je change les choses, etc. Oui, on continue? Je t'en prie, Sarah. Moi, sur les 3 étapes, je me suis fait une réflexion sur moi-même où j'ai appris vraiment quelque chose. J'ai un type qui me guidait et je fais vraiment pas du tout, je fais très rarement confiance sur ce genre d'exercice. Je vais en arrière ou guider et tout. Et là, tout de suite j'étais en confiance, bon, je l'avais depuis très longtemps, voilà, donc ça
guider moi-même. Et puis, par contre, quand je guidais, j'avais pas trop confiance en moi, en fait. J'avais toujours peur qu'il y ait un truc, où est-ce qu'on va. Donc, c'était très bizarre. Et alors, quand j'étais observatrice, alors à ce moment-là, j'avais plus envie d'intervenir. C'est très bizarre, mais comme si le fait que ce soit pas ma responsabilité, mais que je suis quand même là, je vais quand même juste un peu aider. Donc le poids de ta responsabilité était difficile pour toi. Dégagé de cela, tu aurais été plus facile dans les guidances. Ok? Oui, encore quelques témoignages, j'ai pris. Moi, c'était l'attitude que j'ai principalement observée, c'est l'attitude de protectrice du guide. C'est-à-dire qu'il est là pour vraiment éviter qu'on approche d'un obstacle par rapport à une difficulté du terrain. Il n'arrive pas d'accident. Il renseigne, mais bon, dans l'attitude, c'est une attitude très protectrice. Voilà. Bien montrer ce que tu as vu. Ce que j'ai Bien montrer ce que tu as vu. Ce que j'ai vu. C'est une attitude physique? Non, dans les termes, dans les explications. En fait, c'est attention, il y a un trou, attention, il y a un... C'est un ressenti, quoi. Je veux dire, le côté protecteur du guide vis-à-vis de la personne guidée. Ok. Alors, notre attitude physique, on est quand même des êtres physiques, c'est une évidence, c'est très important dans notre lien, dans notre relation avec les autres. Mona, tu veux venir une petite seconde vers moi? Je vais vous montrer ce que j'ai vu de l'extérieur, mais vous me direz, les formes de guide. Alors il y avait effectivement celle-ci, la plus classique. D'accord? Je suis le guide et Mona est l'aveugle. Mais la question c'est, qui prend la main de qui? Est-ce que c'est le guide qui dit on y va? J'ai vu ça. Je décide, je prends la main de l'autre. C'est pas l'autre qui me demande la main, c'est moi qui la prends. Là, je prends du pouvoir sur l'autre. Si par contre, tu dis qu'est-ce que tu veux, de quoi tu as besoin avec moi, qu'est-ce qui t'arrange, qu'est-ce qui te convient, je veux que tu me donnes la main, d'accord, je te donne la main. Et la personne la prend. Ce n'est pas moi qui lui impose, d'accord? Donc ça, c'est une réflexion déjà, quand vous preniez la main. Après, j'ai vu plein de choses. J'ai vu ça. C'est la moindre fourmi devient un obstacle. Après, qu'est-ce que j'ai vu? Après, il y avait des positions différentes. J'ai vu ça beaucoup. Il viens, on va aller boire un coup. Voilà, c'est-à-dire, il y a quelque chose de convivial. Enfin, je ne sais pas comment le traduire. Vous allez sûrement vous retrouver. Après, il y avait, je ne dirais pas les noms, il y avait, allez, t'y vas. C'est-à-dire, je suis avec toi, mais je suis avec quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai vu encore? Je dis, allez, viens. Quelquefois, je me retourne pour voir s'il est toujours là. Et à un moment donné, la personne était au moins 50 mètres devant, elle s'est retournée. J'ai vu ça, j'ai vu encore. Allez, vas-y, allez, à droite. Tu vas à droite. Non, tu vas à gauche. D'accord, vous vous retrouvez. Alors, le temps passe vite et j'aimerais pas t'entendre maintenant. D'une manière générale, bien sûr. Alors, bien sûr, il faut transférer tout ça dans la notion d'accompagner. Accompagner l'enfant de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, l'âge est différent. La capacité des enfants aussi, c'est évident. Mais la notion d'accompagnement est la même. C'est-à-dire, comment j'accompagne? C'est la même question. Comment j'accompagne l'enfant à ce moment-là? Parce qu'accompagner l'enfant de 2 ans et demi, tôt le matin ou tard le soir, peut être encore très différent. Il y a toujours ces 3 positions. Il y a celle-ci. Quelle est la position? Quelle est la pédagogie quand je suis devant la personne que j'accompagne? Suis-moi, fais comme moi. Vous connaissez cette chanson pour Abdullah. Oui, c'est quoi encore? Mais c'est pas la notion de vie. Protection. J'ouvre le chemin. S'il y a un obstacle, je l'appréhende moi d'abord. Attends, je vais voir et puis je t'appelle après. Ça peut être ça? Oui, Benoît, je t'en prie. Le guide est généralement devant. Point d'interrogation. Le guide, c'est pas celui qui montre le chemin. On a à dire justement quelles sont les méthodes de guide. Je fais de la haute montagne et vous savez, en haute montagne, il y a une corde qui nous relie. Et parfois, certains guides disent aux clients, vous passez devant. Et je suis d'ailleurs, ça c'est la 2e position. Et pourtant, je suis le guide. Quelle est cette position, différemment de celle-ci? C'est pas agréable parce que, vas-y, dis-le. Parce que je ne vois pas. Pas rassurant. Ok. Oui, pas rassurant. Oui, ça peut manquer, on peut se sentir mal parce que c'est comme si vous dites à l'enfant, allez, vas-y, tu veux monter sur le mur, vas-y, je te regarde.
Ok? Il peut y avoir des bonnes, des mauvaises choses. Quoi encore? À côté? Comment? À côté? C'est-à-dire? Ah non, non, je ne parle pas de position. C'est quelle est la différence entre être devant l'enfant, je le guide, et être derrière l'enfant? Surveille. On surveille. Ouais. Si on est derrière l'enfant, c'est qu'on lui fait confiance et quand... Allez, vas-y, monte sur ton vélo, tu es capable, je te regarde. Ça peut être ça? Ça peut être ça, oui. Eh ben, je te regarde et je suis là pour te repêcher. Ouais. Si tu tombes, je vais te rattraper. D'accord. Alors que si tu es devant et que tu tombes, et que l'enfant tombe, je ne vais pas le voir. Je vais l'entendre quand ce sera trop tard. Ok. Il peut y avoir ce risque-là. Anticiper, non? Anticiper. Quand je suis là? Quand tu es devant. Quand je suis là. Dans le fait comme moi, j'anticipe les risques qu'il peut y avoir. C'est ce que tu veux dire? Ok. Alors les 3 positions pédagogiques, ce sont celles-ci. J'ouvre la marche, je fais confiance à ce que l'enfant est jeune, ou je me mets à côté. Différence entre ces 3 positions, en termes d'avantages. En fait, ça peut aussi dépendre de la situation. Ok. Par rapport à un danger, on va prendre plutôt la main et être très proche de l'enfant. Par rapport à aussi un terrain où il a la possibilité de bouger, ben, on va rester derrière lui et puis... laisser de la latitude à la découverte. Voilà. Ok. On a quelle différence tu vis, toi? On est pas à côté. Si je te gêne, tu me le dis, hein? Non, c'est juste plus rassurant. C'est plus rassurant d'être côte à côte? Différemment de ça? Oui, j'aime pas. Ou de ça? Là, tu me gâches un peu la vue. Oui. C'est exactement ça. Combien de fois on cache la vue de nos enfants parce qu'on ne fait pas confiance? Non, non, je vais faire et après tu fais, s'il te plaît. Et à ce moment-là, je lui fais tellement confiance qu'il va tomber. Est-ce que j'aurai le temps de le rattraper? Dans la mesure, c'est lui qui peut appréhender le danger éventuel. Oui? Oui, Non. Bon, d'accord. Je t'en prie. Merci, madame. Alors, bien sûr, c'est très rapide, mais ça me questionne. Alors, je n'ai pas entendu tout le monde, mais la réflexion, elle est là, et c'est pour ça que je ne donnerai pas de réponse. Quelle est la meilleure position? Le côte à côte, j'y crois beaucoup dans l'esprit Braille, parce qu'on est vraiment dans la notion de responsabilisation. Comment aider mon enfant est un acteur de la vie sociale? Pas à 15 ans, c'est trop tard. À 15 ans, il a déjà fait son choix d'être acteur, d'être un certain acteur, ou de rester qu'un spectateur. En tant que Baha'i, vraiment, les plans nous amènent tout doucement à nous responsabiliser dans le changement du monde. Ce n'est pas les Bahis qui vont changer le monde, vous le savez, mais de plus en plus les Bahis participent à la transformation du monde par les nouvelles idées que l'on porte nous-mêmes, dont on n'a pas encore, bien sûr, toute la compréhension. Mais comment accompagner nos enfants qui vont être encore plus que nous des acteurs de transformation du monde? Si je me mets devant, c'est vrai que c'est sécurisant, mais en même temps, je leur masque la capacité de faire face au monde. Si je me mets derrière, je leur laisse toute la latitude de découvrir, mais en même temps, si l'enfant s'approche du phare qui est très chaud, et s'il ne sait pas ce que c'est la chaleur, est-ce que je le laisse aller jusqu'à cette expérience? Donc ça pose toutes ces questions. Un petit bémol. Quand on regarde le monde actuel, il y a 4 forces d'influence éducative. 4 forces d'influence éducative. Je les appelle comme ça. On va découvrir les choses. C'est un regard à nouveau sur le monde classique dans lequel on est, que l'on ne peut pas ignorer. Mais il faut qu'on se questionne. L'enfant est au milieu de ces 4 forces. Quelle que soit la nature de mes convictions variées, quelle que soit mon ancienneté et de ma détermination, ces 4 forces sont là. Comment faire avec? La première, bien sûr, et c'est celle que prône la foi Baha'i dans toute son excellence, c'est la forte influence familiale. Bien sûr, la famille porte en elle, de par sa dimension affective, une forte influence. L'enfant sera très influencé parce qu'elle va dire papa, maman. Alors c'est en plus, si c'est papa et maman en toute cohésion, c'est encore mieux, et par la force de la famille. C'est pour ça que l'unité familiale est un concept et une force très importante dans le développement de l'enfant. Quels sont les 3 autres? Qu'est-ce qui influence nos enfants? Qu'est-ce qui va influencer nos jeunes quelque part dans la vie? Ils ne seront pas que là, bien entendu.
Les amis. Les amis, ok. Parfois. Société. L'environnement. Les milieux bahaïs. Bien sûr. Est-ce que le milieu bahaï ne fait pas partie de la famille? Ah, d'accord. Ok. Je crois que ça a tout été dit. Il y a manque une dernière, je ne sais pas si c'est pas la plus forte parce que c'est la plus insidieuse. Les amis, les enfants. Ok. Merci Esther. On y va maintenant dans le regroupement de ça. Le milieu familial est un milieu prioritaire et particulièrement favorable, mais en même temps c'est plus difficile parce qu'il y a de l'amour. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile d'élever ses propres enfants que les enfants des autres. Parce qu'il y a cette relation affective. Et la relation affective génère beaucoup de peur. On ne sait pas vraiment comment aimer, c'est une recherche. Même si on est guidé, c'est très difficile de doser la notion d'amour. Qu'est-ce qui est le plus injuste? De couper une tarte en part égale ou en part inégale? Qu'est-ce que ça a à faire avec l'amour? C'est en droite ligne. Qu'est-ce qui est le plus injuste? De couper une part de tarte en part égale ou en part inégale? En part égale? C'est très injuste de couper une tarte en part égale. C'est pas injuste, mais ça dépend de la situation, mais il faut aussi regarder en fonction que ce soit de l'appétit, de l'âge. En fait, il n'y a même pas en 2 ans qu'on a vu. D'accord. Quand je dis injuste, ce n'est pas ajusté. D'autres avis? Parce que qu'est-ce qu'on fait quand il y a plein d'invités que j'ai vus tout à l'heure et qu'il y a des gâteaux? En tout cas, c'est plus difficile couper égal, c'est pas égal. C'est plus facile n'importe comment. Alors, est-ce que c'est n'importe comment ou c'est adapté finalement à tous les appétits différents? C'est pareil pour l'amour. Si j'ai 4 enfants, est-ce que vous pensez que vos 4 enfants vont avoir besoin du même amour? De la même dose d'amour? Je me souviens qu'il y en a un que j'embrassais tout le temps, il était très content. L'autre, je voulais l'embrasser, c'est celui à chaque fois. Comme s'il me disait un baiser par jour, ça va. 5, bonjour les dégâts, fous-moi la paix. Je dis ok. Et je mesurais que mes enfants, affectivement, n'avaient pas besoin de la même affection, de la même présence, de la même écoute. Oui. Donc on ne peut pas couper une tarte en part égale, c'est très injuste, Esther. Pas de la même expression. Ok. Toute la diversité de l'expression ne peut pas être du copier-coller pour chaque enfant. Tout simplement, ça répond aux besoins respectifs. Je continue encore un petit peu. J'ai pris la garderie, mais tout le monde social, forcément, a une forte influence éducative. Les copains, les amis, le quartier, l'image où je suis. On est beaucoup dans la vision du quartier maintenant. Mon enfant dans la société, quand il va à la garderie, mais quand il va au cinéma, quand il va à son club de foot ou d'équitation, il va dans la société. Il n'est plus sous l'égide de la guidance familiale, il passe sous l'autorité de quelqu'un d'autre, d'une structure d'accueil, d'une ou de plusieurs autres personnes. Okay? Donc à ce moment-là, mon enfant, quelque part, s'échappe et passe sous une autre autorité. On est bien souvent sous toujours l'autorité de quelque chose, ne serait-ce que là, des lois sociales. L'école a une forte influence éducative, vous le savez bien, et ça commence très tôt, avec tout ce que ça veut dire de force d'encadrement et de guidance. Et puis, ce que disait Esther, je rajoute, au milieu scolaire, des forces médiatiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous l'avez repéré, je pense, la Maison de Justice insiste tellement dans l'importance des groupes de très jeunes. Ce n'est pas pour rien. C'est pas nouveau, mais la Maison de Justice nous le dit dans l'ancien plan et dans le nouveau, que le groupe de très jeunes, l'encadrement des 11-15 ans est absolument prioritaire, même par rapport aux 3 autres lignes d'action. L'éducation des enfants, les instituts de formation et puis les temps émotionnels. Parce que les groupes très jeunes est un âge particulièrement sensible où on est fortement attiré par ça. Parce que dit la société à travers les médias. Et vous savez qu'entre du iPhone en passant par le iPad ou je ne sais quoi, tous ces moyens de communication et d'information, la cible, ce sont les très jeunes. Avant, c'était les ados, maintenant, ce sont les très jeunes. Encore 5-6 ans, ça va être bientôt la grande enfance, c'est-à-dire les 7-10 ans qui vont intéresser. L'autre fois, je visitais une de mes filles qui habite Paris, qui a 2 enfants, un Nessan qui a 2 ans et demi, voilà. J'étais assis sur le canapé, et je ne connaissais pas le iPad, vous savez, ce petit livret qui ressemble à un ordinateur, mais je fonctionne beaucoup avec ma poche.
Donc je sais que c'est mon gendre qui avait sur iPad, donc je le prends sur le divan, je le regarde. Alors je ne sais même pas comment l'allumer déjà. Hop, il s'allume tout seul, c'est super. Et puis je ne connaissais pas la manipulation. Je vois mon petit gamin qui vient, il s'assoit à côté de moi, il croise les bras, puis il me regarde. Alors, je me sentais mal parce que je me sentais observé par ce petit bout de chou de 2 ans et demi. Il dit rien, il me regarde. Alors je le regarde, et puis je voyais qu'il me regardait, mais avec un œil attentif. Il ne regardait pas en l'air, il me regardait manipuler ce truc. Alors j'essayais de me débrouiller, puis je me sentais mal à l'aise parce que je ne savais pas comment faire, et lui il me regardait. Puis à un moment donné, il me regarde, il a l'air de dire tu comprends rien du tout. Hein. Alors j'essaie à nouveau comment faire bouger les trucs. Vous savez, l'ordinateur n'a pas de même manipulation. À un moment donné, il me le prend, tout doucement, en me regardant, d'ailleurs dire je vais te faire voir. Il ouvre le truc, tout en me regardant avec son petit doigt, il fait circuler les différents dossiers. Du genre, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est très blessant. Quand on a 63 ans, qu'un petit gamin de 2 ans et demi est prêt de vous faire voir la manipulation d'un truc sur lequel on ne comprend pas. Alors c'est moi qui croise les bras, je le regarde, il continue, il regarde son iPad, tac, il arrête. Il va dire, ça y est, t'as compris comment il faut faire. Pom, il claque dessus, pom, ça s'ouvre le dossier, vous savez. Et il me fait voir un de son dessin animé préféré. Il me dit rien, il ne maîtrise pas le langage. Il me fait voir, et en me regardant, il dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ouvre le dossier, il attend, il essaie de voir dans mes yeux si je comprends. Donc moi je vois le truc. Après il referme le dossier, il fait circuler à nouveau, il arrête à nouveau, puis je ne sais pas que sur un autre logiciel. Bref, il ouvre plusieurs dossiers, il les ferme. On est avec ses petits doigts, il agrandit le dossier. Bref, il fait voir, il agrandit, il diminue, il fait voir les images, il fait retourner les images, 2 ans et demi. Waouh! J'étais éberlué, pas de son apprentissage, parce que je sais qu'un enfant peut apprendre des tas de choses, mais sa capacité, quelque part, à m'apprendre quelque chose. J'étais éberlué de voir que cet enfant-là est déjà sous une certaine influence, notamment des écrans. C'est pas mauvais, dans la foi on nous recommande d'aider nos enfants à appréhender tous les systèmes qui sont un jour. Mais de quelle manière? Cet enfant-là, j'ai pas d'inquiétude, pour l'instant ça va. Mais j'étais impressionné par ses capacités. Les forces médiatiques, c'est la plus grande peur qu'on devrait avoir en tant que parents. C'est comment gérer ça, pour que nos enfants ne tombent pas dans le piège de cette influence qui est magistrale et qui est partout. C'est pour ça que j'ai mis des flèches qui traversent le monde de l'école, le monde familial, qui traverse l'enfant et qui traverse la société. Pas seulement avec les écrans, mais c'est en termes de valeurs. Et la maison de justice, quelque part, nous informe et nous rend vigilants en nous disant faites vite quelque chose pour vos très jeunes avant que les médias les prennent. Par les phénomènes de mode, notamment. Musique, système informatique, etc., etc. Donc on est vraiment interpellé à ça. Alors, je ramène quelque chose encore pour aller encore un peu plus loin. Je reviens à la notion d'éducation. Éduquer, conduire sur le chemin. Ça rejoint notre travail de tout à l'heure. Est-ce que, je reviens à votre jeu que vous avez fait, je vous avais donné des consignes assez simples, accompagner, à faire découvrir l'environnement. Avant de décider ce que vous allez dire avec la personne, lui vous demander ce qu'elle souhaitait. Lui vous demander qu'est-ce que tu attends de moi puisque je suis ton guide. Lui avez-vous demandé ce qu'elle avait envie de découvrir. Lui avez-vous demandé où est-ce qu'elle souhaitait aller. Lui avez-vous demandé quelle méthode pédagogique elle souhaiterait dans votre accompagnement. Le silence est un peu évocateur de réponse. C'est-à-dire qu'on a tendance à reproduire les schémas du propre accompagnement qu'on a reçu, mais surtout, et ça c'est une, je ne dirais pas que c'est une erreur, pas une faute, mais c'est une propension, c'est-à-dire c'est un peu un réflexe que l'on a en tant que parents. On est tellement rempli de peurs que nos enfants, qui sont souvent des peurs que l'on avait quand on était sur nos enfants, qu'on les reprojette sur nos enfants. Et donc on a tendance à faire non pas comme ils ont besoin, mais comme on a besoin de nous. C'est pour ça que c'est si difficile d'éduquer nos enfants, parce qu'on les éduque avec nos parents. Et c'est pour ça que les autres personnes qui éduquent nos enfants, les professeurs, les assistantes maternelles ou les crèches, ne sont pas remplis de ces peurs-là. Donc ils ont une facilité de transmettre, d'accompagner nos enfants plus facilement. Nous on accompagne en ayant peur pour eux, ce qui est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de projeter nos peurs. Donc quand je projette mes peurs sur l'autre, je vais tenir l'autre comme j'aurais besoin d'être tenu. Et comme j'ai peur, eh bien je transmets ma peur à l'autre et donc je le tiens bien souvent sans lui demander est-ce que ça te convient que je te tienne la main?
Alors comme on est marié et qu'on est sympathique, on se laisse faire. Mais dans la réalité, vous sentiez-vous libre quand vous étiez aveugle? Vous sentiez-vous écouté par l'autre? Vous êtes-vous exprimé? Je suis convaincu à peu près que non. C'est assez classique. Parce qu'on n'est pas encore dans cette nouvelle culture où je tiens compte de l'autre, en disant voilà, tu es un petit enfant, il y a plein de choses que tu ne sais pas, mais qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu attendrais de moi? Alors, ça paraît des questions bizarres, mais si on veut aller vers une notion d'égalité, de respect de la personne, il faut que je tienne compte aussi des besoins et des désirs de mon enfant. Attention, ces désirs ne sont pas des ordres. C'est comment accompagner l'autre, quelque part, dans sa propre réalité, qui ne sera peut-être pas la mienne. Oui, je t'en prie. Oui, justement, de ce côté-là, je pense que les parents, en général, je parle d'une famille composée d'un père et d'une mère. Quand il y a des familles monoparentales, mais bon, là où il y a les deux parents doivent avoir la même vision pour l'enfant, la direction, si on veut dire, mais par contre, ils peuvent être aussi complémentaires. Parce que souvent, nous, les mamans, on est plutôt du côté protectrice. C'est quelque chose d'inné en nous, c'est normal. Et rien qu'à voir les familles, souvent, nous c'était le cas, mais je pense qu'il y en a beaucoup, quand on allait au ski, le papa il fait le guignol devant, les gamins entrent et ils font exactement les mêmes bêtises que le papa, sauf qu'ils se ramassent, il se fait très mal, et la maman derrière les ramasse la petite pierre. C'est souvent comme ça. Et ce côté, je pense qu'on peut être quelque part complémentaire. Il n'y a pas un truc très mauvais, l'autre très bon, c'est que l'enfant a besoin quand même d'un dosage un peu de laisser faire et en même temps de dire voilà un minimum de protection. D'accord. Dans tes propos, je ne sens pas trop d'égalité. Hein. Je sens qu'il y en a qui prend des risques et puis toi qui en payes les prix. J'ai assez mal vécu. D'accord. Certaines sorties au ski. Dans ce cas-là, c'est ça. Ok. On va y venir à la cohésion éducative. Alors je vois qu'il est 18h16, normalement on doit s'arrêter 18h, c'est ça? C'est parfait ça. D'accord. Alors, est-ce que j'arrête là? Encore 5 minutes, on a pris un peu de retard. J'ai de quoi à peu près là pour 3 jours. J'ai quand même une proposition. J'ai un exercice là que je trouve très intéressant dans la question des enfants, mais il est plus adapté aux adultes que très jeunes. Ils seront en difficulté de le faire. Donc, soit je l'élimine cet exercice, soit on le fait, mais ça veut dire qu'il faut prendre un temps, un autre moment. Et on prolonge. Moi, je suis à la disposition. Oui, c'est en libre. C'est en libre, 1 heure, on peut le porter à 1 demi-heure si ça convient à tout le monde. D'accord. En tout cas, bon, les personnes intéressées, moi je peux rester, j'ai pas besoin de temps. Je peux rester ce temps. Juste pour les jeunes, pour les... Vas-y. Il y en a qui voulaient descendre jouer du foot, les jeunes, jouer du foot, du ping-pong, tout ça éventuellement. Donc il peut descendre. Donc nous continuons jusqu'à 7h24, 7h. Oui, 7h. Bon, les personnes sont libres de rester ou de ne pas rester. Mais si les personnes qui restent, je continue et je vous envoie plus de commentaires. D'accord. Donc on continue jusqu'à 7h. Jusqu'à l'heure de repas. Ok.